Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans EBP, Evidence Based Podcast, l'orthophonie comme une évidence. Derrière les étagères de jeux présents dans chaque cabinet d'orthophonie se cache un savoir-faire bien plus étoffé. L'orthophonie est une profession de soins qui se réfère à des pratiques cliniques et des données scientifiques probantes. En effet, nos prises en charge s'appuient sur les 3 piliers de l'Evidence-Based Practice, ou pratiques fondées sur la preuve. Ainsi, notre podcast donne la parole aux cliniciens, cliniciennes, scientifiques et experts venant partager leurs connaissances sur l'état de l'art afin de permettre à tous les orthophonistes d'avoir accès aux données probantes issues de la recherche et à les appliquer dans leur prise en soin. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour ce 12e épisode d'Evidence-Based Podcast. Notre épisode du jour abordera les critères d'une approche centrée sur la personne, telle que décrite dans les recommandations de bonne pratique appliquées aux troubles du langage écrit, et nous aborderons donc les concepts de décision partagée et de préférence du patient. Nous nous interrogerons sur comment recueillir et traiter ses préférences, comment impliquer, motiver son patient et sa famille dans la remédiation. Pour tenter de répondre à toutes ces questions, je serai en compagnie de notre invité, Jérémy Perrichon, qui viendra nous définir le concept de partenariat parental, et de Gilles Leloup, qui co-anime ce podcast. Donc, bonjour Jérémy. Bonjour. Bonjour Gilles. Bonjour Audrey. Donc, Jérémy, tu es orthophoniste, formateur et chargé d'enseignement au CFUO de Clermont. Tu as publié un article dans l'Orthophoniste, dans le magazine L'Orthophoniste, dans l'objectif de préciser la terminologie et les concepts de guidance, accompagnement, partenariat. L'objectif dans ta démarche est en partie d'horizontaliser les relations soignant-patient. Est-ce que tu peux nous préciser un peu ces différents concepts ? Tout à fait. Effectivement, il y avait un véritable enjeu de pouvoir se dire finalement quelle relation on a avec le patient, quelle relation on a avec le parent, parce que ce n'était pas très clair. On se rend compte que dans les pratiques professionnelles, on parle beaucoup de guidance, on parle beaucoup d'accompagnement parental, mais on avait du mal à définir, à conceptualiser finalement ces paradigmes relationnels et de se dire, mais finalement, mais dans quel domaine on est, dans quelle posture on se situe avec le parent. Et ça, c'était assez intéressant de se dire qu'en guidance, on va être davantage dans une relation où le thérapeute va déterminer les objectifs thérapeutiques, il va se centrer sur les pratiques et sur les attitudes parentales en disant vous devez faire comme ça. En accompagnement parental, à contrario, on va être dans une démarche qui commence à s'horizontaliser, mais le soignant va être dans une vraie prise en considération, dans une approche beaucoup plus holistique du patient et de la famille. Il va prendre en compte son quotidien, ses préférences, ses valeurs, en restant toutefois décisionnaire des objectifs thérapeutiques qui vont être déterminés. En partenariat parental, ce qui est vraiment absolument différent, c'est de se dire qu'on va prendre en compte les savoirs expérientiels du parent et du patient, donc les savoirs qui sont tirés des expériences de vie, et à partir de ça, on va co-déterminer les objectifs thérapeutiques en se basant sur 2 choses qui sont extrêmement importantes, les habitudes de vie du patient et ses besoins fonctionnels. En tout cas, je suis content de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui sur ces questions d'horizontalité et de partenariat avec le patient, parce que c'est vraiment quelque chose qui est à définir dans la profession. Mais la place là-dedans, l'éducation thérapeutique, des aspects psychodynamiques avec le patient, ces histoires aussi où moi j'ai un peu, on en discutera je pense dans la deuxième partie, cette question sur le patient soignant par exemple. Bien sûr. Effectivement, avec les concepts autour de l'éducation thérapeutique du patient, qu'on pourrait presque élargir à éducation thérapeutique du parent et du patient, la mainmise est de manière très intéressante de la HAS, de la Haute Autorité de Santé, sur la notion de l'empowerment est vraiment très importante. Finalement, c'est de se dire quelle est la limite dans ce partenariat, dans cette relation duelle ou cette relation plurielle entre le patient, le soignant et le parent, et de se dire mais finalement, quelle est la différence entre notre relation très traditionnelle de soins beaucoup plus paternalistes, ces approches centrées sur la personne qui ont beaucoup plus émergé dans les années 2000 et cette notion de partenariat qui nous vient de manière historique et sociologique du management et de la société, de l'entreprise. Mais est-ce que c'est pas aussi une conséquence de l'aspect que aujourd'hui le soin sont des maladies chroniques. Alors, les pathologies neurodéveloppementales ne sont toujours pas reconnues comme des pathologies chroniques, même les pathologies consécutives à des AVC.
Est-ce que c'est la suite logique de ça, cette horizontalité? Cette horizontalité, en fait, effectivement, elle doit amener à repenser la conception du trouble du neurodéveloppement, effectivement, comme tu le proposes, Gilles, par finalement une conception qui est beaucoup plus en termes de pathologie chronique, parce qu'elle impacte le quotidien du patient et du parent tout au long de sa vie. Pour cela, je me repose sur un modèle qui est absolument phare, qui est le modèle MDH-PPH, modèle de développement humain et de processus de production du handicap, dans lequel on va prendre en compte les facteurs personnels, les facteurs environnementaux et la réalisation des habitudes de vie, de façon à déterminer des facteurs de risque et des facteurs de protection. Je crois que tu t'es inspiré de modèles canadiens dans la formation que tu donnes avec Sophie Gonneau. Donc ces modèles sont plutôt utilisés, au départ par les ergothérapeutes, il me semble. Et donc ils définissent, les difficultés en termes de limitation d'activité ou de restriction de participation. Est-ce que tu as des références à ce sujet pour les auditeurs qui souhaiteraient, modifier leur pratique? Alors, vous avez donc les références de Fougerolas en 2010, c'est la version révisée, le MDH-PPH2. Donc effectivement, ce paradigme conceptuel, il vient vraiment de l'ergothérapie, dans lesquelles, pour eux, dans cette profession, c'était très important de prendre en compte les limitations fonctionnelles et les restrictions de participation sur un plan personnel et sur un plan environnemental. Beaucoup plus que d'être des rééducateurs, ce sont des réadaptateurs de l'environnement. Et c'est ce qui m'a paru très intéressant dans cette démarche-là et cette réflexion-là. De plus, il faut savoir que ces modèles-là, ils ont été élaborés par l'Organisation mondiale de la santé, ce qui nous permet d'avoir un cadre référentiel commun au niveau international. Toujours si on rebondit sur la suite de la question d'Audrey, sur ces questions de modèles, parce que tu t'es aussi beaucoup inspiré du Montréal Model, qui est un modèle qui a été développé, qui se développe quand même dans un cadre un peu particulier, parce que je t'écoutais dans différentes interventions. Ce modèle, il existe parce qu'il y a aussi des cadres institutionnels qui permettent cette existence. Tu es d'accord? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va vendre une approche thérapeutique de soins, mais qui n'est pas nécessairement encore complètement inscrite dans les systèmes institutionnels tels qu'ils sont développés en France. On parle finalement d'un partenariat illusoire. Alors ça, c'était un article que j'avais lu. J'ai plus le nom de l'auteur qui me vient spontanément en tête. Il parlait de relations de partenariat illusoire et je pense que le terme est bien choisi parce que effectivement, les relations avec les institutions montrent bien que cette relation de partenariat, elle est parfois un peu tronquée. Je pense au CESAD, je pense aux IME, je pense aux autres centres de soins équivalents. Oui, donc ça veut dire que cette démarche que la profession d'orthophoniste amène et développe, et donc que tu participes bientôt dans un cadre de recherche à développer des modèles horizontaux où le soignant et le patient va être un patient soignant, c'est aussi bouger un peu les cadres institutionnels qui sont institués aujourd'hui. Ça nécessite une remise en question profonde de toute notre société à différents cadres, comme le propose le Montréal Model, au niveau de la recherche, au niveau des institutions, au niveau des cadres juridico-politiques. Ça nécessite vraiment une vraie remise en question de toute notre pratique professionnelle et de notre ancrage social, et l'ancrage social aussi de la profession d'orthophoniste. Est-ce que tu pourrais, pour les auditeurs, juste expliquer ce que c'est que ce modèle, et les différentes étapes de ce modèle? Alors, Pas simplement sur le premier niveau, mais sur l'ensemble des niveaux, incluant les niveaux institutionnels qu'on oublie généralement sur ce modèle, si tu comprends ce que je veux dire. tout à fait. Ce Montréal Model, donc, c'est un modèle de l'engagement du patient qui se situe sur un continuum qui est finalement en tableau croisé. C'est-à-dire qu'on a une première dynamique, un premier axe qui va nous présenter davantage la relation de partenariat comme le présentait Michel Boisclair. Il faut savoir que la relation de partenariat, elle vient de la part de Michel Boisclair. Il parle d'une part d'échange d'informations, ensuite il va parler de consultation, de concertation pour arriver à cette question de la décision partagée du partenariat, et ce sur différents niveaux, différentes strates, ce qui me fait un petit peu penser à Bronfenbrenner et l'approche systémique, hein, bien évidemment, avec ce côté recherche, ce côté institution, ce côté enseignement également, en mettant des patients experts dans le cadre de l'enseignement, mais également dans le cadre de la clinique, dans le cadre du soin. Parce que ça paraît très logique, hein, de penser aux soins de manière très naturelle, très écologique, mais on oubliait parfois régulièrement les autres strates qui sont mis en évidence dans le modèle de Marie-Pascale Pommet et ses collaborateurs. Oui, c'est ça. Avec cette histoire aujourd'hui que dans le BP, en fait, on parle plus de 3 piliers, mais de 4 piliers, Oui. et que le quatrième pilier, c'est la donnée systémique, en tout cas dynamique, et donc d'où les institutions, et d'où aussi le fait que une profession comme ça puisse aborder ces questions du soin, alors à travers des modèles, mais des fois, dans ce que tu dis, il y a des questions sur l'éthique, par exemple. Alors effectivement, pour avoir beaucoup discuté avec Mireille Kerland de cette question de l'éthique, hein, dans le soin orthophonique, ça nous fait vraiment réfléchir
à cette dimension-là qui est à la fois déontologique et éthique. Quelle est ma place? Dans quel ancrage je me situe? Pourquoi est-ce que je me situe comme ça? Pourquoi est-ce que je veux tendre vers ce type de relation qui est beaucoup plus horizontale? Quelle est la finalité de mon intervention? Comme j'ai commencé un petit peu à lire sur le partenariat, notamment certains de vos écrits, vos explications autour du partenariat parental ont tout de suite fait écho, au pilier, patient de l'EBP, avec parfois un recouvrement avec le pilier contexte. Est-ce que c'est l'application d'une démarche EBP qui t'a amené à réfléchir sur le partenariat parental? Ou bien est-ce que c'est en t'intéressant au partenariat que tu as vraiment décidé d'implanter la méthodologie de l'EBP dans ta pratique? Dans le modèle qu'on a proposé avec Sophie Gonneau, le processus partenarial dynamique, on a bien été obligé de prendre en considération ce qui existait déjà dans la littérature scientifique, ce qui est absolument une préconisation fondamentale, en partant de l'evidence-based practice et de ces 4 piliers. Néanmoins, on considérait que son applicabilité était relativement complexe sur un plan clinique. On n'avait pas de vraie réflexion, de vraie démarche relationnelle, clinico-relationnelle, pour se dire, mais dans quelle étape je suis, quelle étape je dois suivre, quelle étape précède. C'est pour ça qu'on a développé ce modèle à 7 étapes, donc qui est le processus partenarial dynamique. Et c'est en lisant Michel Boisclair et sa typologie partenariale en 4 étapes qu'on a essayé d'élargir et d'adapter, de spécifier à l'intervention orthophonique que j'ai vraiment réfléchi et qu'on a vraiment réfléchi à cette notion de partenariat parental. C'est quoi les 4 étapes? Alors, l'échange d'informations, la consultation, la concertation et le partenariat, ou qu'on peut appeler aussi collaboration en dernière étape selon les écrits de Michel. Toujours pour essayer un peu d'aider les auditeurs et les auditrices à pouvoir essayer de comprendre. Et en quoi, par exemple, le travail de recherche que tu avais fait dans ton mémoire t'avait éclairé? C'est quand tu as retiré les chaises pour que les parents ne soient pas assis, c'est ça? Alors, en fait, effectivement, Si les gens ne comprennent pas, c'est un joke, en fait. Explique. donc mon mémoire était centré sur l'accompagnement familial en PMI avec des populations issues de niveaux socio-économiques faibles, ce qui était très intéressant avec des barrières culturelles, des cultures qui étaient relativement différentes, des visions du soin qui étaient aussi assez hétérogènes et éclectiques, et de se dire, mais finalement, quelle était la pertinence, la cohérence de ce travail, qu'est-ce qu'on en attendait, et c'était de pouvoir se recentrer sur les pratiques parentales, sur les attitudes parentales pour pouvoir redynamiser cette dyade parent-enfant qui était mise à mal par la présence des difficultés langagières ou la présence d'un trouble préexistant. Ouais, alors le joke, parce que tu n'as pas expliqué, c'est qu'en fait, te mettre en situation avec les parents des enfants, vous vous êtes aperçu qu'il fallait qu'ils ne soient pas assis, Oui, c'est ça, et qu'ils soient en action avec vous. oui, Donc, c'est ça qui est intéressant, qu'on doit comprendre, c'est qu'en fait, dans ce que tu défends aujourd'hui, c'est qu'il faut expliquer qu'il faut que le parent soit en action et qu'il prenne possession, en fait, ou qu'il reprenne possession de sa compétence à pouvoir s'occuper de cet enfant et qu'il ne délègue pas cette compétence uniquement au praticien qui est là dans le tout pouvoir de lui dire ce qu'il doit faire. cela nous amène donc à réfléchir sur les modalités de positionnement parental. Finalement, on va passer d'un positionnement de délégation à un positionnement de coopération pour parvenir in fine à un positionnement opérationnel qui est le fondement de la base du partenariat parental. Toutefois, je vous invite à faire très attention à quelque chose qui est plutôt contemporain aujourd'hui dans notre société actuelle, c'est l'hyperparentalité, cette tendance à vouloir être absolument un bon parent, un super bon parent, et donc de faire très attention à cette notion d'hyperparentalité. Je rebondis sur le terme de compétence que Gilles a utilisé. Dans les modèles sur lesquels tu t'es, appuyé, dans ces modèles sont différenciés performance et compétence. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces 2 concepts et en quoi la découverte de cette, différence, de cette vision outre-Atlantique a modifié ta pratique? Là, il faut se référencer à un écrit qui est très important, qui est encore une fois un écrit international, qui est la CIF, la Classification internationale du fonctionnement, qui a sa place de manière très prépondérante dans le domaine des ergothérapeutes. Pour eux et pour elles, c'est impensable de ne pas se référer à cette conceptualisation, à ce paradigme-là, à cette classification, pour mieux comprendre, pour mieux appréhender la question du handicap. Dans la CIF, il propose de définir effectivement des
compétences. Les compétences, c'est la réalisation d'une action donnée, lire, écrire, parler, parler au téléphone, parler avec des inconnus, marcher, se déplacer, courir. Ils ont mis en évidence, ils ont identifié différents domaines. La performance, là, je vais vous renvoyer au MAVI. Le MAVI, c'est la mesure des habitudes de vie. Et la performance, c'est la réalisation de la compétence dans différents milieux de vie. Si je suis en capacité de pouvoir lire, de pouvoir écrire un petit texte à la maison, parce que au niveau des facteurs environnementaux, au niveau de mes facteurs personnels, je suis dans une situation de participation sociale qui est optimale à définir à contrario d'une situation de handicap, mais que quand je suis en situation scolaire, quand je suis en situation où je suis dans un autre environnement, par exemple à la MJC, par exemple chez mes grands-parents, par exemple dans un autre centre, ça va être de se dire, est-ce que là, je suis en situation de participation sociale ou en situation de handicap? Et c'est là où vient se nuancer cette notion que j'adore et que j'affectionne particulièrement, qui est la distinction compétences et performance. Et dans nos évaluations fonctionnelles, je pense que les outils qui sont créés et qui doivent être amenés à être créés en orthophonie doivent évaluer nécessairement cette distinction entre la compétence et la performance. Pour ma part, j'encadre 2 mémoires cette année à Clermont-Ferrand et les étudiants sont en train de créer un questionnaire d'évaluation fonctionnelle en langage écrit où je leur ai explicitement demandé d'évaluer la performance de nos patients, car pour moi, c'est le bilan orthophonique qui va évaluer, analyser la compétence, mais les questionnaires d'évaluation fonctionnelle vont plutôt déterminer la performance. Il nous reste, on est à la moitié du temps là, de cette première partie. Et encore mille merci d'être avec nous. Moi, je voudrais quand même qu'on reprenne ces concepts de partenariat, d'horizontalité, de paternalisme, parce que c'est pas très clair en fait dans la tête des gens. J'ai l'impression, en tout cas, c'est cette notion, tu vois, de parallèle entre qu'est-ce que je fais avec mon patient, parce que dans certains cas, je prends un exemple clinique hier. Une maman arrive avec une enfant de 3 ans qui ne parle pas. Elle vient du Sénégal, elle est là depuis 3 mois, d'un bon niveau socio-culturel, puisqu'elle est titulaire d'un doctorat, son mari travaille dans une société, sa fille ne parle pas. Et elle va voir une psychomotricienne qui lui dit bah, votre enfant est autiste, mais il faut que vous alliez en France pour confirmer le diagnostic. Donc elle débarque dans la consultation, tu vois, avec une consultation ouverte en disant bah voilà, est-ce que ma gamine est autiste? La gamine pleure, la mère est désemparée, et quand tu vois très bien que la mère, en fait, elle est en fusion avec sa gamine depuis 3 ans, et qu'il y a une chance sur 2 que sa gamine ait une dyspraxie verbale, qu'elle parle pas, et qu'elle soit complètement coincée, qu'elle ait développé des structures de type autistique, parce que la gamine réagit très différemment d'un enfant autiste. Toi, si tu la cadres, si tu fais des trucs, tu vois bien que la gamine, si elle était avec une structure autistique, elle partirait en live. Et là, elle part pas en live. Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Tu vas lui dire, bah, ok, on va coopérer ensemble, ou tu vas lui donner un listing de trucs à faire en disant, bah, vous allez faire ça parce que vous êtes désemparée, madame. Donc, tu vois, c'est ce premier niveau. Donc, ce premier niveau, moi, je ne peux pas faire de la coopération avec elle, au sens propre du terme. Je suis obligé, parce que je vois bien qu'elle est complètement démunie et qu'elle a besoin que je lui donne un guideline de trucs à faire tous les jours pour pouvoir après mesurer. Et puis, on se revoit la semaine prochaine, dans 15 jours, puis on discute ensemble. Ça, c'est une bonne introduction pour essayer de... C'est très intéressant ce que tu expliques, Gilles, et puis du coup d'avoir vraiment ce lien avec la clinique pour les auditeurs pour les auditeurs et pour les auditrices, c'est vraiment très intéressant. On va essayer de dire les auditrices et les auditeurs, parce que encore 2 coups comme ça, et puis alors là, on va passer à la casserole. Euh, ça nécessite de s'interroger, comme on l'a évoqué tous les trois tout à l'heure, à la question du positionnement. Avec cette maman, je pense que tu devrais être dans un positionnement qui est davantage délégatif, que moi je pourrais appeler avec Sophie Gonneau la guidance parentale. Bien évidemment, dans ce système dynamique qu'on a essayé de nommer système dynamique de collaboration parentale, comment est-ce qu'on les amène à collaborer avec nous, on peut plus ou moins passer par les différentes approches relationnelles, la guidance, l'accompagnement et le partenariat, sans vouloir mettre de manière suprémaciste le partenariat comme un idéal, comme une utopie absolue. Je pondérerais et je nuancerais peut-être un tout petit peu ma réponse en disant que, bien évidemment, que de passer par quelque chose de très prescriptif, en disant
Peut-être que de passer par ce protocole, ça peut être intéressant, de passer par la réalisation de ces exercices, par ces choses à mettre en place au quotidien, un peu comme une to-do list. Ça pourrait être un premier pas. Néanmoins, j'aurais un petit peu peur de l'implémentation des objectifs dans le quotidien en se disant, mais quel sens ça va faire à cette maman? Comment est-ce que je peux arriver à parvenir à une réelle compréhension partagée? Cette compréhension partagée, c'est elle qui va être le moteur finalement de l'implémentation et du transfert des activités, des connaissances et des outils que je vais donner à cette maman dans son quotidien. Mais c'est pas parce qu'au départ, on va lui donner justement cette liste de choses à faire qu'elle va s'en approprier, puis ensuite, elle va pouvoir nous apporter des informations. Et c'est justement là, dans notre positionnement thérapeutique, qu'on va dire, OK, elle en a fait un autre usage que celui qu'on voulait qu'elle fasse, mais cet usage est fonctionnel pour elle et fonctionnel pour sa gamine. Donc il y a là, c'est parfait, c'est ça? Heu, Tout à fait. C'est cette notion de guidance partenariat parce qu'on part de la guidance, comme tu le proposes, en disant: «Je vais lui donner une to-do list». Elle va se l'approprier, elle va développer ses propres savoirs expérientiels avec sa pratique, avec son mode de vie, avec son contexte familial et elle va revenir en nous apportant des nouvelles informations et ça, c'est la base même du partenariat. C'est-à-dire qu'il ne faut pas absolument vouloir être dans une posture qui est idéalisée du partenariat parental où on chercherait à vouloir absolument à ce que le parent nous rejoigne sur notre état de connaissance, sur nos volontés, sur nos envies, sur nos besoins. Ça nécessite de prendre en compte aussi les besoins de l'autre, son stade actuel de connaissance, son stade actuel de réflexion, pour pouvoir arriver à un vrai partenariat qui soit éclairé. Mais là, dans la situation que vous décrivez, est-ce qu'il n'y a pas une étape avant de donner cette to-do list, lui demander: «Est-ce que ça lui va à cette maman d'avoir une to-do list? Est-ce que c'est ça qu'elle attend? Est-ce qu'elle a besoin pour l'instant d'être guidée ou est-ce qu'elle veut participer plus?» Il y a peut-être une étape avant sur: «Est-ce que si je vous donne une to-do list, c'est OK pour vous?» Tout à fait, Audrey. C'est le principe même de la décision partagée. La décision partagée, c'est offrir à nos patients et à leur famille différentes alternatives thérapeutiques, dont l'absence de soins, de dire et si je ne fais rien, qu'est-ce qui va se passer? Et de lui laisser le temps de post-poser la prise de décision. Je pense qu'en orthophonie, on a vraiment tendance souvent à dire il faut que vous nous donniez une décision là, maintenant, tout de suite, finalement, à la fin du bilan. Est-ce que vous voulez qu'on commence une rééducation? Souvent, on prend même pas ces précautions d'usage de demander est-ce que vous avez envie qu'on commence une rééducation? On dit il faut faire une rééducation. Et je pense que ça nécessiterait une vraie remise en question de nos pratiques, de nos mœurs professionnelles pour pouvoir dire on finit le bilan, on présente les résultats, on pré-présente les alternatives thérapeutiques, dont l'absence de soins. Et moi, je propose aux familles, je vais vous revoir dans 15 jours, ça va vous laisser le temps de mûrir votre réflexion et vous me direz est-ce que vous souhaitez commencer une prise en soins orthophonique ou non et quelle posture vous aimeriez avoir dans cette relation dyadique et plurielle patient, parent, professionnel? Est-ce que vous avez plutôt besoin d'être dans une relation de guidance, une relation d'accompagnement, ou alors vous avez vraiment envie de contribuer de manière significative à la prise en soin de votre enfant? Pareil, vous vous demandiez comment est-ce qu'elle va s'approprier, cette to-do list. Mais peut-être que si on l'explique déjà en amont, le pourquoi je vous propose ces exercices, qu'est-ce que je cherche à mobiliser, quel est l'objectif, elle je sais pas, quand on comprend mieux pourquoi on nous demande de faire quelque chose, on se l'approprie bien mieux. Donc il y a aussi cette étape du: «Je vais vous donner une to-do list, mais je vais vous expliquer les finalités de cette to-do list», pour pas qu'elle ait l'impression de faire des choses de façon robotisée sans en maîtriser les tenants, les aboutissants. C'est un peu, l'exemple du kinésithérapeute. C'est un exemple que j'aime bien donner en formation et que je prends régulièrement parce que, qui n'a pas été chez le kiné, plus jeune? En tout cas, voilà, c'est quelque chose d'assez Ah, fréquent. pour un break, il a une scoliose. Et et effectivement, c'était assez intéressant. Donc effectivement, quand j'ai été suivi par un kiné plus jeune, le kiné de manière, très, académique, très paternaliste, me proposait des exercices à réaliser à la maison, sans me faire parvenir à une compréhension partagée de la raison de la réalisation de ces exercices. C'est comme si on arrive face à un patient qui est en situation de surpoids, en situation d'obésité presque morbide et de se dire: «Bah, vous devez perdre du poids, mais je ne vais pas vous expliquer ni pourquoi ni comment et quelles sont les raisons pour lesquelles je vais vous proposer des mesures hygiéno-diététiques ou des mesures d'activité physique. C'est de dire, bah, vous devez faire comme ça, puis de toute façon, vous n'avez pas le choix parce que c'est moi qui ai décidé, je sais mieux que vous. Donc, cette absence de complémentarité des expertises, pour moi, est un vrai frein dans nos pratiques professionnelles, pas seulement en orthophonie, dans le soin de manière générale. Alors pour reprendre l'histoire de cette petite fille, effectivement, quand tu donnes la liste, pour reprendre à Audrey, que je donne la liste à la mère, je vais lui dire, je vous donne une liste. Est-ce que vous voulez que je vous donne une liste d'activités à faire pour votre fille? Parce que elle te raconte que sa gamine déambule toute la journée.
et qu'en fait, elle ne sait plus quoi faire avec sa gamine. Donc, est-ce que vous voulez que je vous donne une liste pour faire des choses? Et je lui dis, mais je vous donne cette liste parce qu'en fait, on va faire des essais. Donc, vous allez faire des essais avec ça. Si ça ne marche pas, vous laissez tomber. Si vous voulez faire autre chose, vous faites autre chose. Voilà un cadre général. Mais ceci va me permettre de réfléchir la prochaine fois avec vous sur ce qui peut être fonctionnel et pas fonctionnel dans votre vie de tous les jours, et ce qui va me permettre, moi aussi, d'affûter mes orientations diagnostiques en fonction des réponses que l'enfant va faire. Parce que les gens, ils ont un peu de mal à comprendre que des fois, les stimulations et les entraînements, elles sont là, non pas nécessairement pour avoir un objectif défini, mais pour mieux comprendre le fonctionnement de la personne que tu as en soin, et aussi de mieux comprendre comment les parents vont interagir avec les entraînements que tu vas donner. Donc c'est pas du tout, moi j'appelle ça, tu peux même aussi donner, et judicieusement on peut rejoindre Jérémy, on peut rien faire, ou on peut faire aussi des entraînements placebo, c'est-à-dire donner des choses qui n'ont aucun objectif, mais on leur dit, je vous donne ça, parce que moi j'aimerais bien savoir comment ça marche, mais tu sais bien que pour toi, ça n'aura aucun effet thérapeutique, mais juste, ça te permet de savoir si les gens vont utiliser, vont s'approprier, vont rentrer dans ce désir de se soigner, parce qu'il y a aussi cette question, est-ce que les gens, ils ont envie de se soigner? Il faut quand même qu'on soit clair, parce que la plupart des enfants dans les pathologies neurodéveloppementales, ils arrivent contraints et forcés. Il y a la question de l'engagement, de la motivation et de l'implication du patient, et de se dire, est-ce que je suis en train de co-construire une alliance thérapeutique pour ou contre l'enfant, et quelle place a l'enfant dans cette relation triadique? C'est-à-dire que de manière assez naturelle, j'ai envie de dire, moi personnellement, j'estimerais ça jusqu'à à peu près 5 ans. On travaille quasiment exclusivement avec le parent et via le parent, notamment dans les pathologies du langage oral, les pathologies autour des troubles alimentaires pédiatriques, du trouble du spectre autistique, mais on ne prend pas du tout en considération le patient. Alors si on va lui dire, n'hésite pas, tu peux intervenir, mais l'enfant, il est dans ce conflit, dans cette dualité-là d'être un enfant et d'être en même temps un patient. Donc, quelle place a l'enfant? Parce on parle beaucoup depuis le début de ce podcast de la place des parents, mais quelle est la place de l'enfant pendant cette relation entre le parent et le professionnel? Après, avec les tout petits qui ont 3 4 ans, c'est compliqué de recueillir leurs préférences, de vraiment, réussir à mesurer leur degré d'engagement et de motivation. Concrètement, ils font souvent les choses, même pour les troubles articulatoires, eux, ça leur pose aucun problème. Je veux dire, on les comprend, ils s'expriment, c'est OK. Donc je trouve ça très compliqué avec les plus jeunes de réussir à mettre en place cette triade, en fait. Tu évoques des choses qui sont très importantes. Ça fait d'abord écho, d'une part, à la question de la neurobiologie, donc au niveau de la maturité du cerveau, de la maturation cérébrale. On sait que pas avant 8 ans, on peut avoir des capacités de métacognition et de réflexion, notamment au niveau de l'expérience symptomatologique, au niveau de la réflexion sur la qualité de vie du patient. C'est vraiment extrêmement difficile avant 8 ans. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on sait aussi que les patients qui souffrent de troubles, qui présentent des troubles du neurodéveloppement sont extrêmement en difficulté pour pouvoir verbaliser, pour pouvoir identifier leurs besoins et leur expérience symptomatologique. Et ça nécessite aussi de prendre en considération une chose qui est fondamentale, c'est de se dire, est-ce que le patient, il ne vient pas finalement en séance d'orthophonie, pas pour nous faire plaisir, mais pour faire plaisir à son parent? Et là, on rejoint la question de l'hyperparentalité. Dans cette société où la parentalité doit absolument être idéalisée, où on doit être un bon parent, on ne doit pas faire une surconsommation d'écran, on ne doit pas manger de fast-food plus de 4 fois par semaine, etc., etc. Ouais, je pondérerais un peu quand même ça, je peux me permettre, parce que donc sur les données sur la métacognition, il y a encore quand même beaucoup de travaux à faire sur la réalité des capacités métacognitives. Si tu prends certains enfants qui vont avoir des pathologies, on va dire, sans une atteinte majeure des compétences cognitives, donc je veux parler toujours de ces fameux gamins avec les troubles des sons de la parole, qui viennent à 2 ans et demi, 3 ans, qui sont correctement cortiqués et qui ne parlent pas, ils ont un niveau métacognitif très élaboré de leur absence de capacité de communication. Et si tu leur expliques les yeux dans les yeux qu'effectivement, ils vont devoir faire des choses très ennuyeuses, très lourdes, très contraignantes, parce que c'est la condition sine qua non pour développer de la programmation motrice, ils vont le faire. Si tu ne leur expliques pas, ils ne le feront pas. Et si tu n'as pas ce partenariat avec les parents, ils ne le feront pas. Bon, moi, je pense qu'il faut quand même... Il y a toujours des choses dans la littérature, ça c'est une chose. Il y a la réalité clinique, c'en est une autre. Pour 2 patients
tu auras 2 profils différents et tu auras 2 investissements différents. Moi, pour revenir toujours sur cette question, je crois qu'il faut redire encore une fois de plus que cette approche que tu proposes, c'est une approche très claire sur le fait qu'on peut passer d'un niveau à un autre et que l'idéal, c'est le partenariat, mais que des fois, on sera dans la guidance, puis des fois, on sera dans l'éducation thérapeutique, puis des fois, on sera dans une position, mais que c'est un cadre extrêmement large qui permet de réfléchir sur une méthodologie de soins qui n'est pas qu'une méthodologie de soins fondée sur des interventions cognitives, anatomiques, anatomo-fonctionnelles, mais qui est vraiment une réflexion générale, éthique, sur comment cette profession qui est souvent dans une situation de culpabilité, tu l'utilises, c'est un terme que moi aussi j'utilise beaucoup, hein, cette culpabilité d'absence de résultat, elle ne doit pas être compensée par le thérapeute par une surcompétence du super thérapeute, tu vois ce que je veux dire, qui va être super intervenant et qui va donner plein de choses à faire pour montrer que les choses fonctionnent bien, c'est ça ? Oui, il y a la question de la légitimité, hein, C'est ça. de se dire quelle confiance on a, l'absence de données probantes, hein, dans certains domaines, à contrario que dans d'autres, la question aussi de l'utilisation, de l'évaluation de l'efficacité de la prise en soins orthophoniques, avec notamment peu de passation de ligne de base, peu de passation de routine d'évaluation dans notre pratique clinique quotidienne, qui laisse un petit peu un flou entre ce qu'on est en train de proposer et les résultats que ça va occasionner. Et ce surinvestissement, comme tu le dis de manière très claire, qui vient un petit peu marquer l'absence, en tout cas la présence plutôt de doute sur nos réalisations et sur nos interventions. Pour conclure, ce courant dont tu nous as parlé là, durant tout cet épisode, qui n'est certes pas nouveau, mais en fait, il permet avant tout de réfléchir sur notre pratique de soins et c'est vraiment ça qui est intéressant. Dans la deuxième partie, qui s'appelle «Les invités de l'académie», on parlera des apports et des limites, de tout ce qui a été abordé, ici en tout cas. Donc, merci beaucoup Jérémy. Merci beaucoup à vous deux. Merci Gilles. Merci. Merci pour la bonne humeur, le dynamisme et la fluidité des échanges. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour notre dernier épisode d'Evidence Based Podcast en compagnie de Tracy Martinez, orthophoniste, avec qui nous poursuivrons ces échanges sur les préférences du patient, la motivation, l'implication des familles et l'EBP, bien sûr. N'hésitez pas à nous partager vos réactions, vos questions et vos suggestions. Merci encore. Get on home.